Bonjour et bienvenue sur la matinale. Dans cette vidéo, on va voir les 3 théorèmes que j'estime les principaux pour le bac. Alors il y en a beaucoup d'autres, mais c'est vraiment les 3 principaux qui reviennent le plus souvent au bac. On va voir le premier, c'est le théorème d'Al-Kashi. Alors c'est pas le plus connu. Al-Kashi, c'est un Pythagore amélioré qui fonctionne dans n'importe quel triangle. Si vous avez Pythagore en tête, triangle rectangle, A, B, C. Pythagore nous dit que C au carré est égal à A au carré plus B au carré. Et bien Al-Kashi, on va le prendre dans un triangle quelconque, peu importe, on remet A, B, C. Il va nous dire que on n'est pas obligé de prendre l'hypoténuse, aucune importance, on prend un côté au carré qui est égal aux deux autres au carré. Donc par exemple, A au carré égale B au carré plus C au carré. Là c'est du Pythagore, mais logiquement c'est faux ce que je viens d'écrire puisqu'on n'est pas dans un triangle rectangle. C'est pour ça qu'on va compenser un petit peu ce qui nous manque pour vraiment que la formule soit juste. On va mettre un moins, on va mettre un 2 fois les deux côtés qu'on n'a pas mis tout seul, donc là on a mis A tout seul, donc on va mettre B fois C, et on va tenir compte de l'angle qui est en face de celui qu'on a mis tout seul. Donc par exemple ici on va l'appeler alpha. Et là on va mettre cosinus alpha. On a une formule, là c'est le théorème d'Al-Kashi, on a une formule qui fonctionne dans n'importe quel triangle, qui nous permet de calculer des longueurs de côté, ou alors de trouver des angles dans un triangle. Par exemple, on va prendre ce triangle-là, on a deux côtés, 2, 1, on a un angle ici qui vaut 60, et puis on cherche le côté A. On va écrire Al-Kashi. Alors nous on cherche A, donc on va en théorie mettre A tout seul, même s'il ne faut pas trop se focaliser sur le côté qu'on cherche, mais plutôt sur l'angle qu'on connaît, parce que nous c'est l'angle qu'on connaît qu'on veut utiliser. L'angle qu'on connaît, on le met, celui qu'on utilise c'est celui qui est en face de celui du côté qu'on met tout seul. C'est pour ça qu'on va mettre A tout seul. Donc on aura A carré égale les deux autres côtés au carré, donc 2 au carré plus 1 au carré, moins 2 fois les deux côtés, donc 2 fois 1, fois cosinus de l'angle qui est tout seul, cos 60. Alors cos 60, repassez peut-être par les radians, en trigo vous l'avez vu, cos 60 c'est pi sur 3. Et cos pi sur 3 il vaut 1/2. Donc on a A carré qui est égal à, alors 2 au carré ça fait 4, plus 1, 2 fois 2, 4, moins 4 fois, et le cos il vaut 1/2. Ce qui donne donc, alors 4 fois 1/2 ça fait 2, 4 et 1 5, 5 moins 2 ça fait 3. A carré égale 3. Attention, il y a une énorme bêtise à ne pas faire. Ici, l'énorme bêtise ce serait de dire, donc, on met une double flèche comme ça, comme une implication. Non, si A carré vaut 3, ça ne veut pas dire que A vaut racine de 3. Ça veut dire que A vaut racine de 3 ou A égale moins racine de 3. C'est une énorme erreur que je vois tout le temps. Quand on prend une racine carrée, on a toujours la solution positive ou la négative. Seulement, et il n'y a pas forcément les deux possibilités dans tous les cas. Mais il faut justifier de pourquoi on n'en prend qu'une ensuite. A, c'est un côté, c'est une longueur. Une longueur est toujours positive. Donc forcément, A égale racine de 3. Mais en théorie, A pourrait valoir moins racine de 3. On peut s'en rendre compte facilement. Quand on remet au carré, qu'il y a un moins ou pas, on s'en fout. Donc on retrouvera bien A carré égale 3, ce qu'on avait au départ. Donc pensez-y bien, quand vous mettez une racine carrée, il y a la positive ou la négative. Après, à choisir laquelle correspond à l'exercice est possible ou pas possible, mais pensez bien à mettre les deux. Le deuxième théorème super important qu'on va voir, c'est le théorème des valeurs intermédiaires, qu'on note généralement le TVI. Imaginez-vous, vous promenez en montagne. Vous partez de 1000 mètres d'altitude. Et puis vous arrivez au sommet de la montagne qui est situé à 3000. Est-ce que vous êtes passé au moins une fois par 2807 mètres, qui est situé à peu près ici, 2807? Normalement, à moins que vous sautiez très haut, vous êtes passé par 2807. Parce qu'en fait, votre trajet, il est, on appelle ça continu. Vous n'avez pas sauté des morceaux, vous n'avez pas fait ça, puis ça. Non, en théorie, vous êtes bien passé par toutes les hauteurs. Et bien c'est exactement ce qu'il nous dit ce théorème des valeurs intermédiaires. Il nous dit que si on part d'un endroit, qu'on arrive à un autre, qu'on est continu, c'est-à-dire qu'on n'a pas sauté de valeur entre les deux, on a pu redescendre, un peu importe. On a pu faire comme ça, aucune importance. Et bien ce théorème nous dit qu'on passe au moins une fois par n'importe quelle valeur située entre la valeur de début et la valeur de fin. Alors si on vient un peu plus aux maths, en gros il se traduit comme ça. Sur un intervalle AB, donc autrement dit petit a il est là, petit b c'est ici. Si on prend un C qui est compris entre la valeur de début f de a et la valeur d'arrivée f de b, f c'est toujours en hauteur. L'intervalle c'est toujours horizontal, les f c'est toujours en hauteur. Quand on a un repère sous les yeux, la fonction c'est toujours verticale. Donc notre f de a c'est l'équivalent du 1000 mètres et le f de b du 3000, c'est verticalement. Et bien si on a un C qui est compris entre la valeur de début et la valeur d'arrivée, on va y passer au moins une fois. Alors, f de x, notre fonction égale à C, admet au moins une solution.
Et vous avez aussi le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires qui vous dit que si vous montez tout le temps ou vous descendez tout le temps, il n'y en a pas au moins une, il y en a exactement une. C'est logique, une fois qu'on a passé le 2807, si on n'a pas le droit de redescendre, on n'y passera qu'une fois. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle le corollaire. Il y a une condition de plus, il faut qu'on soit strictement monotone, c'est-à-dire qu'on monte tout le temps ou qu'on descend tout le temps. Voilà un exemple qu'on pourrait avoir. Très souvent, il va intervenir après avoir fait le tableau de variation des fonctions. Donc la dérivée, l'étude du signe, le tableau de variation, vous l'aurez fait normalement avant. Et on arrive à la dernière question, déterminer le nombre de solutions de f de x égale à 7 sur l'intervalle 0,8. Sur 0,8 veut dire que notre x va de 0 à 8, donc sur cette partie-là. f de x égale à 7, f de x, c'est la partie dans la deuxième partie du tableau, ce qui est en dessous. On veut que ce soit égal à 7. C'est évident qu'on va passer une fois par 7. On va de 11 à 4, on va passer une fois par 7. Alors, pour le justifier, il faut bien dire que la fonction, elle est continue. Parce que si elle n'est pas continue, ça veut dire qu'on peut sauter des valeurs. Donc elle est bien continue sur l'intervalle sur lequel on travaille. 0,8. Et aussi, il faut que notre 7 soit compris entre la valeur de début et la valeur de fin, entre 11 et 4. Alors on va plutôt le mettre dans l'ordre croissant, mais c'est la même chose, entre 4 et 11. Grâce à ça, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, f de x égale à 7 admet au moins une solution sur cet intervalle. Et on pourrait aller plus loin, si on rajoute que f, elle est strictement décroissante sur 0,8, alors dans ce cas-là, on peut invoquer le corollaire du TVI qui va nous dire que l'équation f de x égale à 7 admet une unique solution sur cet intervalle. Donc faites bien attention, selon comment est posée la question, est-ce que c'est le nombre de solutions, ou alors, au moins une solution, ou alors exactement une solution. Si c'est exactement, dans ce cas-là, c'est le corollaire du TVI. Il faut penser à la stricte croissance ou stricte décroissance. Sinon, si on vous demande le nombre de solutions ou au moins une solution, alors c'est juste le TVI. Et pour terminer, on va voir le théorème de convergence monotone. Imaginez que vous soyez en train de monter. Vous montez, vous montez, vous montez. Logiquement, on ne peut pas monter à l'infini. Les escaliers ne vont pas à l'infini. Il y a un moment où il y a un toit. On est bloqué. Et bien, c'est exactement ça, le théorème de convergence monotone. Si on est croissant et majoré, donc croissant, on monte tout le temps, majoré, il y a un plafond, il y a un moment où on ne pourra plus monter et on dit qu'on va être convergent. Convergent, ça veut dire on se stabilise sur une valeur. Comme on monte, on ne peut pas redescendre, mais comme on ne peut plus monter, on est bloqué sur une valeur. Même chose dans l'autre sens. Si on descend, on ne peut pas descendre à l'infini. On pourrait creuser à l'intérieur de la Terre, mais on serait vite bloqué quand même. Il y a forcément un sol à un moment. Et bien même chose, si on est décroissant et minoré, alors on est convergent. Ce théorème, il est ultra utilisé avec les suites notamment. Vous aurez très souvent la question, justifier, prouver que la suite est convergente. Et bien ce qu'il faut faire, c'est étudier les variations de la suite. Tout ça, ce sera fait dans les questions d'avant. Étudier les variations de la suite, et après justifier qu'elle est soit majorée, soit minorée. Bon, si elle monte, il faut qu'elle soit majorée, si elle descend, il faut qu'elle soit minorée. Par exemple, voilà ce que vous aurez pu montrer aux questions d'avant. Dans une récurrence, une démonstration par récurrence, vous avez peut-être montré que UN était toujours compris entre 1 et 4. Ensuite, vous avez étudié les variations de la suite, et vous êtes rendu compte que U était décroissante. Et la question suivante, c'est est-ce que la suite est convergente? Eh bien, le fait qu'elle soit comprise entre 1 et 4, ça veut dire qu'elle est minorée par 1 et majorée par 4. Le fait qu'elle soit décroissante, on se dit qu'on va utiliser le théorème de convergence monotone. On sait que U, elle est décroissante. Comme elle est décroissante, qu'elle ait un toit, on s'en fout. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'elle ait un sol. Donc, on va aller dire qu'elle est minorée. On précise bien par combien? Par 1. Elle descend, elle est minorée. Donc, forcément, elle converge. Et la question qui va venir juste après, c'est calculer sa limite. Et donc, voilà les 3 théorèmes que je considère comme les plus importants pour le bac. C'est ceux qui sont le plus souvent demandés. Dans les sujets de bac, ils sont quasiment tous les 3 demandés à chaque fois.